Take it, something, man. Et pour cette dernière table ronde, je vais inviter Benoît Marchal, donc le cofondateur de Confiance Assurance, à venir au pupitre. Donc Benoît Marchal, vous êtes cofondateur de Confiance Assurance, qui est qualifié, je cite, d'assurance solidaire des quartiers populaires, qui est une initiative, et là je mets entre guillemets, d'assurance inclusive en cours de création. Benoît, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours avant d'introduire Confiance Assurance et nous dire si et en quoi est-ce que l'assurance inclusive est une nécessité pour préserver l'assurabilité ? Merci beaucoup Maëlys. Alors ce matin c'est une journée de l'appel 10 juin, mais c'est aussi la journée du bac philo. Donc en fait plutôt que de parler de mon parcours, j'ai plutôt une question de bac philo, c'est est-ce que l'assurance est aujourd'hui encore un droit pour tous ? Et notamment pour les 5 millions de personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Je vous épargne la thèse, antithèse et synthèse, je vous laisserai restructurer tout ça à la fin. Donc je vous parle du projet de Confiance Assurance, qui est un projet qui est né de la rencontre de professionnels de l'assurance, notamment de Cyril côté Seabird, avec Anne Charpy, qui est fondatrice de Voisin Malin. Alors juste un petit mot rapide sur Voisin Malin. Voisin Malin, c'est une assurance qui intervient dans les quartiers populaires, dans les banlieues, et qui fait en quelque sorte la pédagogie du dernier kilomètre. Ils vont à la rencontre des habitants pour parler droit d'accès à la sécurité sociale, loyer impayé. Voilà, ils parlent de beaucoup, ils aident les habitants sur beaucoup de sujets sensibles pour eux. Et cet asso, qui a un rôle majeur dans le paysage des banlieues aujourd'hui, intervient auprès d'un peu plus de 200 000 habitants. Et il y a un peu plus d'un an, Anne Charpy nous interpelle sur le sujet de l'assurance, qui est un point dur dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Un point dur à plusieurs titres. Un point dur parce que difficile à comprendre, jargon technique, à la fois pour comprendre ce qu'on a de son contrat d'assurance, mais aussi derrière pour activer ses droits, notamment lors d'un sinistre. On en parle finalement assez peu, mais on a un vrai sujet de peur de sollicitation de l'assureur. Un habitant, avant de solliciter un assureur, va se dire « mince, je vais prendre un malus, je risque d'être résilié, je vais avoir des problèmes administratifs ». Donc il y a vraiment un frein à solliciter et à engager la relation avec son assureur. Et donc, au-delà de cette interpellation d'Anne Charpy un peu plus d'un an, on est quelques-uns à avoir pris le taureau par les cornes et on allait à la rencontre des habitants pendant un an où ils nous ont parlé de leurs problèmes d'assurance et on a imaginé ce qui était et on a travaillé avec eux sur ce qui était vraiment important pour eux. C'est-à-dire avoir une assurance finalement qui est basée sur des protections faciles, simples à comprendre, essentielles, à un tarif raisonnable, parce que le pouvoir d'achat reste la préoccupation majeure aussi. Donc il y a aussi un effort de compréhension de ce que j'ai par rapport à ce que je paye. Et puis ils nous ont beaucoup parlé aussi de besoins d'aide et d'accompagnement. Aujourd'hui, ils nous ont dit, finalement, on a du mal à solliciter l'assurance parce que c'est une institution financière lointaine. On a besoin d'un accompagnement de proximité. Il y a une vraie défiance. On nous a beaucoup parlé d'assureurs voleurs, enfin voilà, les poncifs assez classiques de l'assurance. Et ils nous ont dit, nous, on a besoin de cette relation de confiance au niveau local, dans chaque quartier. Cette défiance, elle se matérialise assez bien en termes de chiffres. L'Argus a fait une étude il y a 2 ans sur le niveau de satisfaction moyen d'un client après un sinistre. En France, sur tout le territoire national, ça se situe à peu près à 7,5 sur 10. Mais quand on prend, nous, on a posé la même question aux personnes des banlieues, on est plutôt autour de 6 sur 10. Donc on voit mécaniquement une défiance beaucoup plus forte vis-à-vis de l'assureur dans les banlieues. Donc on a développé la conviction que finalement l'assurance doit être un sujet facile et accessible et un droit donc pour ces 5 millions de personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et il y a un enjeu fort au service de ces habitants qui est d'aller les accompagner sur de la pédagogie de proximité. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, souvent les habitants découvrent la notion de franchise au moment du sinistre, ils découvrent la notion de vétusté. Donc il y a un énorme travail pédagogique que nous, on va faire auprès des habitants dans chaque quartier où on va être implanté pour expliquer le point important
de ce qui structure un contrat d'assurance. Et puis la pédagogie, elle est aussi à faire côté assureur, à sortir, on en parlait aussi dans la première table ronde, sortir du paradigme uniquement S sur P, la vision uniquement actuarielle, mais aussi d'aller inclure finalement une vision d'impact social dans la mesure de performance de l'assurance, valoriser finalement l'impact social au-delà du seul S sur P. Ça marchera, ça notamment, si ça s'inscrit aussi dans un modèle économique pérenne, ça doit être viable pour les habitants. Donc nous, on crée une structure qui est une structure de courtage, d'accompagnement de proximité, qui va se financer par le frais de courtage qu'on retrouve dans la prime d'assurance, mais qui est aussi financé grâce à un engagement fort des assureurs avec qui on est en train de travailler en ce moment, qui s'engagent finalement sur cette activité à ne pas faire de profit et donc d'être un fonctionnement à prix coûtant, ce qui permet d'offrir un service de proximité au bon prix pour les habitants. Je suis à 0 secondes, mais je finis juste sur la question de l'assurance inclusive. L'assurance inclusive, c'est un sujet très en vogue en ce moment. Les habitants, en fait, détestent ce terme. Vraiment. Donc, je pense que pour les habitants, en tout cas pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il faut arrêter de parler d'assurance inclusive. La première réaction, mais pourquoi vous me parlez d'assurance inclusive? Je ne porte pas de handicap, je suis quelqu'un de normal. Donc voilà, donc les gens sont des gens comme vous et moi, à qui, en fait, finalement, l'enjeu est de proposer la meilleure assurance possible au prix adapté avec le bon accompagnement derrière. Et finalement au-delà du terme de l'assurance inclusive, l'enjeu n'est pas tellement finalement d'inclure, mais d'arrêter d'exclure une partie de la population, notamment par rapport au sujet d'assurance. Et c'est un sujet qui se pose à l'assurance aujourd'hui, mais ce qui se pose aussi d'un point de vue politique et sur beaucoup d'autres dimensions. Donc voilà, donc je vous invite à arrêter aussi d'exclure toute une partie de la population du questionnement assurantiel. Merci Benoît. Donc finalement, si c'est un arrêt de l'exclusion, c'est une tentative de conserver la mutualisation qui est quand même essentielle d'un point de vue adaptation. Et vous m'aviez dit aussi lors d'un échange préparatoire que c'était pour vous un retour aux fondamentaux de l'assurance. Oui, complètement. Et merci de me donner ces quelques secondes bonus derrière. Effectivement, il y a finalement, ni plus ni moins, l'assurance, c'est un métier très noble de mutualisation du risque avec le plus grand nombre. Et donc finalement, la seule question aujourd'hui, c'est comment on va à nouveau rechercher le plus grand nombre et la plus grande diversité dans les gens qu'on accompagne. Merci. Du coup, je vais me tourner vers notre panel maintenant. Donc on observe ces derniers temps, hein, même si on a compris qu'il fallait bannir cette expression d'assurance inclusive sur cette scène, on observe un regain d'intérêt pour ce que certains appellent des assurances inclusives, et notamment des grands assureurs. On fait pas mal d'annonces depuis 6-9 mois. Est-ce que, en réaction à cette présentation d'assurance inclusive, je commence par me tourner vers vous, Arnaud Schneeweiss, vous pouvez réagir et nous dire comment est-ce que vous définiriez peut-être l'assurance inclusive avec certains ou contre d'autres, sans forcément les nommer. Et notamment, est-ce que vous êtes d'accord avec cette dernière idée qu'elle sera un retour aux sources de l'assurance ou aux fondamentaux de la mutualisation ? Non, mais j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je vais rebondir sur quelques points de la présentation. Bon, sur les questions de pouvoir d'achat, bien sûr, qui est un grand sujet que l'on voit beaucoup à la médiation. Moi, ce que je voudrais dire, c'est attention, même si on s'adresse à des ménages aux revenus modestes, une bonne assurance, ça coûte un peu cher. Donc, peut-être ça paraît un peu contre-intuitif. Mais une assurance pas chère, il n'y a vraiment pas de problème. Faire une assurance à 50 €, c'est tout à fait possible, techniquement. Mais il n'y aura rien dedans. Vous ne serez jamais indemnisé d'un sinistre. Donc, des assurances à 50 €, ça existe. Sur les assurances annulation de voyage, par exemple. Ça ne rembourse pas grand-chose. Voilà. Il faut vraiment être dans des conditions très extrêmes pour pouvoir être pris en charge. Donc, un ménage aux revenus modestes, il a besoin que son assurance habitation, en cas de dégâts des eaux, elle fonctionne. Il a besoin que l'assurance automobile fonctionne. Parce que voilà, il n'y a pas d'autres ressources financières, il n'y a pas d'épargne à côté. Un ménage qui a des revenus aisés, qui a de l'assurance vie, qui a un livret A, etc., il pourra puiser dans ses ressources financières à côté pour réparer le dégât des eaux, réparer la voiture. Donc, voilà. Donc, une assurance qui couvre bien, qui protège bien, qui n'est pas une assurance minimale, qui n'est pas forcément l'assurance simplement au tiers
pour assurer sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers en automobile, qui n'est pas l'assurance forcément la première entrée de gamme pour l'assurance habitation, ça coûte forcément un peu plus cher. Donc, surtout par rapport au devoir de conseil, ne pas se dire, puisque c'est un ménage au revenu modeste, je vais lui proposer des produits d'entrée de gamme qui ne seront pas chers. Nous, on le voit bien à la médiation, il y a quand même souvent un rapport entre le coût de l'assurance et ce qu'elle couvre effectivement. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point sur des protections simples à comprendre. Oui, c'est un problème général qui peut se poser en particulier pour certaines catégories de la population, qui ont des problèmes de vocabulaire tout simplement. Mais effectivement, le mot franchise, qui nous paraît à nous une évidence, vous avez une franchise de 500 €, eh bien, une bonne partie de la population ne comprend pas que cette somme, en fait, ne sera pas versée et que ce n'est pas ce qui sera automatiquement versé. Le mot vétusté, etc. Bon, on a un tas de sujets qu'on évoque régulièrement dans le cadre du comité consultatif du secteur financier. J'en parle aux assureurs, j'en parle avec les associations de consommateurs. Le mot invalidité, puisque la définition n'est pas celle de la sécurité sociale dans les contrats d'assurance. Le mot accident, où il faut remplir beaucoup de conditions pour que dans un contrat accident de la vie, ce soit considéré comme un accident, notamment le fait qu'il y ait une cause extérieure. Tout ça provoque beaucoup de difficultés de compréhension. Donc il faut travailler sur la lisibilité des contrats, tout à fait. Enfin, un dernier mot sur la défiance que vous avez mentionné, beaucoup de défiance. Malheureusement, on le voit bien dans le contexte politique actuel, nous sommes malheureusement dans une société de défiance depuis longtemps, depuis des années. Et il est assez logique que les assureurs, qui doivent être des repères de confiance dans la société, il est assez logique que les assureurs, qui sont vus comme des grandes institutions financières le plus souvent, même si ce sont des mutualistes, soient l'objet de cette défiance. Voilà. Donc à eux de faire en sorte qu'il n'y a pas de raison d'alimenter cette défiance. Malheureusement, de temps en temps, sur les assurances de téléphone portable, sur le respect des décisions de la Cour de cassation par certains acteurs, malheureusement, de temps en temps, les assureurs donnent du grain à moudre à ceux qui se défient d'eux. Merci pour ces paroles sincères. Emmanuel Petit, est-ce que vous voulez réagir aussi, vous qui connaissez bien les particuliers ? J'espère que côté Matmut, on n'exclut personne. En tout cas, c'est absolument pas la volonté. Ce que je trouve intéressant à travers ces témoignages, c'est qu'on a vu depuis ce matin beaucoup de choses qui sont plutôt attrait à la décarbonation, à l'environnement. Et je trouve que ce sujet de l'inclusion touche au S de l'ESG, et ça prouve à quel point l'assureur est un acteur sociétal complet et intégré dans sa société. Côté Matmut, comme beaucoup, encore une fois, il n'y a aucune volonté d'exclure quoi que ce soit, qui que ce soit d'ailleurs, pardon. En revanche, sur la notion d'inclusivité, là, je vous rejoins sur le terme, sur le fait que le terme n'est pas forcément bien vécu par les personnes à qui il s'adresse. Nous n'avons pas d'assurance spécifique autour de l'inclusion. En revanche, le terme de l'inclusivité, on l'entend plutôt sur le terme des personnes qui sont vraiment dans une fragilité extrême, vraiment extrême. Donc dans une fragilité extrême de manière conjoncturelle, le divorce, le chômage, la maladie, ou de manière un peu plus structurelle comme le handicap, le grand âge ou la précarité. Et donc, plutôt que d'être... Nous sommes un acteur généraliste, vous l'avez compris, qui essayons de s'adresser à tout le monde. Et sur ces populations très, très vulnérables, il est difficile pour un acteur généraliste d'avoir le discours qui est adapté. Donc, Matmut est partenaire et l'un des membres fondateurs d'une fondation qui s'appelle Entrepreneurs de la Cité, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. On vient cette année de signer un partenariat avec France Assureur, et je suis plutôt très content pour Entrepreneurs de la Cité que ça a pu se faire, qui justement, eux, développent de la micro-assurance. Donc on est vraiment sur un socle minimal de protection, mais pour des personnes qui sont dans une précarité extrême,
qui veulent se lancer dans des activités entrepreneuriales, mais qui ne trouvent jamais des bonnes réponses auprès des acteurs généralistes tels que nous sommes ici, je pense, représentés. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe ces marchés de niche. Là, c'est porté par une fondation. Donc, effectivement, il y a plein d'acteurs qui sont réunis autour de cette fondation, qui ne fait pas de profit ou un minimal, qui, depuis sa création en 2007, a accompagné plus de 10 000 entrepreneurs dans de la création d'entreprises. Donc, c'est là où l'assurance a aussi son rôle, comme je le disais, d'impact social assez fort, et qui, par ces micro-entreprises, permet à ces entrepreneurs de se lancer. Et c'est intéressant parce que s'il n'y avait pas ce type de structure, eh ben on serait sur de la mal-assurance ou pire, de la non-assurance. Et quand on est sur une précarité extrême et où les quelques euros sont vraiment comptés à la fin du mois, savoir que si malheureusement j'ai un petit dégât, eh ben j'aurai une couverture certes minimum. Parce que l'objectif d'Entrepreneurs de la Cité, c'est pas d'être concurrent des assurances, c'est d'être en complémentarité d'eux sur de la micro-assistance. Et donc de savoir qu'il y a ce filet de sécurité est quelque chose qui est quand même fondamental. Donc c'est juste pour dire que derrière le terme d'inclusion, d'assurance inclusive, il y a plein de situations personnelles différentes les unes des autres et qu'il faut effectivement être très humble d'une part dans la manière d'appréhender ces populations-là et surtout d'être très adapté à la cible que l'on essaye d'avoir. Voilà. Merci Emmanuel. Du coup, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des assurances solidaires, assurances inclusives, micro-assurances sont des assurances inclusives. Pour terminer ce temps fort même, je me tournerai vers vous, Simon Blaquière, parce qu'il me semble que Generali s'occupe d'ores et déjà en fait, des problèmes d'assurabilité en France, avec des somewhere qui, comme l'a évoqué tout à l'heure Hélène Ndiaye, c'est-à-dire ceux qui sont déjà soumis à des gros problèmes, à des grandes vulnérabilités à cause des risques naturels, et notamment dans les Outre-mer. Oui, tout à fait. Quand vous m'avez parlé de la problématique des populations précaires et des risques naturels, j'ai évidemment fait le lien avec une thématique qu'on connaît bien chez Generali, parce qu'on est très présent, comme plein d'autres assureurs dans la salle, sur les Outre-mer. Ce sont des territoires, donc Caraïbes, Réunion, Nouvelle-Calédonie, etc., qui ont un triple sujet. Le premier, c'est un sujet de niveau de richesse. Le PIB par habitant dans les Outre-mer est significativement plus bas que la métropole. Le deuxième et la réelle problématique de ces territoires, c'est le taux d'assurance, le taux de pénétration de l'assurance. Les populations, si on regarde, c'est moins vrai sur le risque automobile, mais c'est très vrai sur le risque MRH. Si on regarde le risque multirisque habitation, les taux d'assurance varient entre 50 et 80%. Je ne parle même pas de Mayotte, qui est plus autour de 10%. 10%, 50 à 80% entre la Réunion et les Caraïbes. Donc ce sont des populations très sous-assurées donc, et qui sont précaires pour le point, c'est mon point numéro 1 sur le niveau de richesse. Et troisièmement, ce sont des territoires qui sont extrêmement exposés aux risques naturels. On parle d'ouragans dans les Caraïbes qui ont des vents à plus de 250 km/h. C'est aussi vrai pour l'océan Indien et la Réunion avec les cyclones. C'est aussi vrai sur les séismes. L'ampleur des séismes dans les Caraïbes ou même à Mayotte est extrêmement importante. Donc, ce sont des territoires sur lesquels il doit y avoir une attention spécifique de par cette sous-assurance et de par ces phénomènes de risque naturel extrêmement intenses. Alors comment on le résout ? Évidemment, tout ce qui a été dit est très bien dit sur la pertinence de notre régime public-privé précédemment, qui était très orienté métropole, où effectivement on a des taux d'assurance à plus de 97%, et encore plus vrai sur ces territoires d'outre-mer, où là, il faudra, pour résoudre quelque part cette vraie problématique, il faudra effectivement, tout ce qui a été dit précédemment, des incitations pour les assureurs à continuer sur ces territoires. Il faudra un effort de solidarité métropole-outre-mer, qui passera forcément par tout ce qui a été dit précédemment, encore une fois, et qui est redit d'ailleurs dans le rapport Langrenay sur la spécificité des Outre-mer. Il faudra un effort pour aller plus loin, et ça, ce sera un effort qui se fera aussi par les pouvoirs publics.
Ce sera donc le mot de la fin. Merci, merci Simon Blacker. La mobilisation de tous, l'incitation des assureurs pour prendre soin de chacun, accompagner aussi l'adaptation de tous et les efforts de tous pour atténuer sur le temps long les effets des bouleversements environnementaux. Merci Benoît Marchal, merci tous les trois à notre panel. Merci d'avoir contribué à ces discussions. Jamendo.com